Tout commence ici. Un simple gars qui est sur le départ, des rêves plein la tête de ses futures aventures dans un pays qui ne lui est pas si inconnu que cela. Et ce gars, c'est moi. Ça y est, je suis de retour au Japon. Mais cette fois c'est différent. Je pars pour 3 mois. 3 mois pour explorer, m'imprégner, comprendre un peu plus ce pays qui me fascine depuis si longtemps. Ce n'est pas la première fois que je viens ici. J'ai déjà goûté à l'intensité de Tokyo, à la tranquillité de Kyoto, au choc culturel du premier ramen à 3h du matin, au combini, ouvert 24h/24, au temple caché derrière des immeubles. Toutes ces expériences m'ont marqué et elles m'ont donné envie de revenir autrement. Cette fois, je prends mon temps. Je veux sortir des sentiers battus, aller au-delà des clichés, rencontrer, observer, apprendre. Ce vlog, c'est une immersion, une sorte de carnet de bord, entre découverte et introspection. Je vais vous montrer ce que je vis au jour le jour. Des lieux connus, et d'autres, beaucoup moins. Des moments simples, et des galères aussi. Parce que voyager, n'est pas juste collectionner des photos, c'est se perdre un peu, pour mieux se retrouver. Bienvenue dans mon voyage de 3 mois au Japon. Mon dernier matin à Osaka. Je me suis réveillé avec cette sensation un peu étrange, celle de quitter un lieu qu'on commence tout juste à comprendre. Plutôt que de me précipiter, j'ai décidé de prendre le temps. Direction le Bandai Pound Park. Un petit parc de quartier, calme, presque caché du reste de la ville. Les oiseaux y faisaient leur vie. Indifférent au passage des passants, j'ai sorti mon appareil photo, capturé quelques images, mais surtout, j'ai observé. Ce matin-là, j'ai décidé de passer un moment dans ce petit parc, au calme. Et c'est là qu'elle est arrivée. Une petite grand-mère japonaise, toute frêle mais pleine d'énergie. Elle est venue me parler sans hésitation. On a discuté un petit moment, à moitié en japonais, à moitié avec des gestes, des sourires et quelques mots d'anglais. Elle m'a demandé d'où je venais, ce que je faisais ici, si j'aimais les oiseaux et le Japon. Elle m'a raconté qu'elle venait souvent ici pour marcher, pour profiter de la nature. Il y avait dans ses yeux une bienveillance rare, un calme que j'enviais un peu. C'était une conversation simple, ce genre de moment qui arrive comme ça, à ceux qui prennent leur temps. J'ai quitté le parc avec un sourire, en ayant la sensation d'emmener avec moi un petit bout d'humanité. En continuant mon chemin, je suis arrivé au sanctuaire Sumiyoshi Taisha. C'est l'un des plus anciens sanctuaires shintoïstes du Japon. Et pourtant, malgré sa notoriété, il y régnait un calme presque sacré. Je suis resté longtemps à observer l'architecture du pavillon principal. Ses lignes simples mais puissantes, le rouge vif des poutres contrastait avec le vert des arbres et des toitures. Un corbeau est venu se poser non loin de moi. Pas vraiment un signe, mais peut-être une présence. Le pont du sanctuaire, avec sa courbe parfaite, m'a semblé presque irréel. J'ai traversé lentement, comme pour graver chaque détail dans ma mémoire. Je crois que c'est ça, le vrai luxe d'un voyage. Pouvoir s'arrêter, ne pas juste voir, mais ressentir. De retour à mon logement, j'ai bouclé mes affaires une dernière fois. Chaque fois, c'est le même rituel. On range ses affaires, mais il reste toujours ce petit chaos intérieur. Celui des souvenirs qui s'empilent, des choses qu'on n'a pas encore eu le temps de comprendre, mais il faut partir. Et quelque part, c'est aussi ça qui donne sa valeur à ce qu'on vit. La gare d'Osaka est immense.
Un vrai labyrinthe moderne, plein de bruit, de mouvements, de visages. Mais bizarrement, je m'y sens bien. J'aime ces lieux de passage. Ils sont pleins d'histoires en transit, des gens qui vont quelque part et d'autres qui reviennent. J'ai trouvé mon train pour Himeji. Une nouvelle étape commence. Le train a quitté la ville doucement. Les paysages ont changé, passant de ville en ville. À travers la vitre, le Japon se déroule comme un film. J'adore ces moments où je ne fais rien, juste regarder, penser un peu, ou ne pas penser du tout, laisser son esprit s'envoler. Et la destination de ce voyage n'est autre que Himeji. Quand le train est arrivé à Himeji, j'ai tout de suite vu le château du Héron Blanc. Même de loin, il reste imposant, tout de blanc vêtu, majestueux, comme un pilier au milieu de la ville. Mais il était encore un peu tôt pour rejoindre ma guest house. Alors j'ai fait ce que je fais souvent dans ce genre de cas, j'ai cherché un café. Le Starbucks n'avait rien d'exotique, mais parfois, c'est ce contraste qui fait du bien. J'ai observé la fabrication de ma boisson, disponible au printemps uniquement. Une édition limitée bien japonaise, la boisson Sakura. Douce, sucrée, un peu fleurie, comme le début du printemps. J'ai pris ce moment pour souffler, écrire quelques notes et regarder les gens passer. J'étais encore entre deux mondes, celui que je quittais et celui que j'allais découvrir. Me voici donc dans mon nouvel hébergement, la petite guest house située à Himeji. En premier lieu, nous avons la salle de bain type japonaise. Donc, petit évier à l'entrée, comme vous pouvez le voir, et à droite, un bac en deux parties, une partie baignoire et une partie douche. Puis nous avons ensuite les toilettes, avec les fameux WC japonais. Pointe de la technologie, la petite spécificité de ces toilettes, ce sont ces petits chaussons destinés à l'usage de cette salle uniquement. Voici la salle à vivre de la guest house. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt cosy. Doté d'un kotatsu, un support de bois de faible hauteur, recouvert d'un futon ou d'une couverture épaisse, sur lequel repose un dessus de table. L'intérieur est chauffé, c'est très utile en hiver. Maintenant, direction l'étage, pour la partie dortoir. Ici, ce sont les dortoirs. Les premiers lits sont réservés aux femmes. Il y a un espace de stockage pour les valises et des tiroirs cadenassés pour ceux voulant ranger leurs objets importants sans avoir à les emmener avec eux. Et voilà où je dors. Fraîchement installé dans ma guest house, je pensais passer une journée tranquille. Mais c'était sans compter sur la gentillesse de la gérante. Ce matin, elle nous propose à moi et à quelques autres voyageurs de nous emmener à Tatsuno, une ville voisine, en voiture. Une sortie improvisée, version locale. Je dis pas non. Et le détail, qui me fait vraiment plaisir, on part en kei-car. C'est la première fois dans une de ces mini-voitures japonaises ultra compactes. Et franchement, c'est minuscule, mais super pratique. En gros, les kei-cars, ou keiji-dōsha, sont limités en taille et cylindrés pour rester accessibles. Moins de 660 cm3, petite taxe et une maniabilité parfaite pour les rues étroites du Japon. C'est comme une capsule roulante, mais qui a du style. Après quelques virages entre les rizières, on arrive à Tatsuno. Et ici, il y a une chose qui saute aux yeux, ou plutôt aux papilles.
le shoyu. Oui, Tatsuno, c'est LA ville de la sauce soja. Elle est réputée dans tout le pays pour produire un shoyu au goût doux, presque sucré, avec une richesse aromatique unique. D'ailleurs, petite pause lexique. Le mot shoyu s'écrit avec 2 caractères. Le premier se lit sho et désigne une pâte fermentée, souvent de soja ou de céréales. Le second se lit yu et signifie huile. Mais dans ce cas, il fait référence au liquide extrait de cette pâte, donc la sauce. En résumé, le shoyu c'est littéralement l'essence liquide d'un aliment fermenté. Cette sauce, vous la connaissez sûrement. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ici à Tatsuno, elle est encore fabriquée selon des méthodes traditionnelles, dans des fûts de bois centenaires, par des artisans passionnés. Une histoire de goût, de culture et de patience. Et je compte bien vous montrer ça de plus près. En passant sous le tissu situé à l'entrée, on est immédiatement enveloppé par une odeur profonde et sucrée, presque caramélisée. Un parfum de bois, de fermentation et d'histoire. À l'intérieur, les étagères sont remplies de petits sachets et bocaux aux étiquettes faites à la main. Certains contenus sont sombres et épais, d'autres plus clairs et délicats. Chaque shoyu ici semble raconter sa propre recette, son propre terroir. Il y a aussi des miso maison, des sauces ponzu infusées aux agrumes, et même des petits paquets de koji, ce champignon magique étant nécessaire à la fabrication de ces fameuses sauces miso. Pendant que l'on admire les produits, la gérante de la guest house, toujours aussi à l'aise, échange quelques mots avec la propriétaire des lieux. Puis elle se tourne vers nous. Elle dit que si vous voulez, on peut visiter l'atelier. L'atelier ? C'est-à-dire la vraie fabrique ? Quelques instants plus tard, on passe un autre rideau et on quitte littéralement la boutique pour entrer dans un autre monde. Devant nous, une grande salle au plafond sombre, remplie de fûts et caisses en bois, patinées par les années. L'air est dense, chargé d'humidité et d'arômes très profonds. On observe cet atelier accompagné de la discussion entre les 2 japonaises, nous expliquant que chaque fût contient un mélange de soja, blé, sel et eau, ensemencé avec du koji, un champignon microscopique mais essentiel. C'est lui qui transforme l'amidon en sucre, les protéines en acides aminés, et c'est là que naît ce qu'on appelle l'umami, cette fameuse 5e saveur typiquement japonaise. Ce mélange repose ici pendant des mois, parfois des années, brassé lentement à la main selon le climat, les saisons et l'instinct du brasseur. Contrairement à la sauce soja industrielle, pressée en quelques jours, ici chaque bouteille est le fruit d'un processus vivant, organique, voire même presque méditatif. C'est de là que sortent ces arômes qu'on connaît tous, mais qu'on ne prend jamais vraiment le temps d'écouter. Bon, maintenant que je sais comment est fabriquée la sauce miso de Tatsuno, c'est l'occasion de tester ce dit produit, n'est-ce pas ? Donc, petit restaurant, son nom, Petit Tonton. Au menu, voici à quoi ressemblait mon plateau. En commençant par en haut à droite, nous avons des petites fritures de porc, un morceau d'omelette, une salade, une soupe miso, un morceau de gingembre, une bonne portion de riz, et le plat principal, une salade de choux accompagnée de morceaux de porc panés, le tout sous un nappage de sauce miso. Artisanale et locale bien sûr, autant vous dire que je n'en ai pas laissé une seule miette. Après ce bon repas, j'en profite pour me balader dans les rues de Tatsuno, histoire de prendre quelques photos des pruniers en fleurs et d'essayer de ressentir cette atmosphère que l'on trouve dans ces petites villes japonaises.
Et là, on tombe sur cette boutique un peu particulière. On s'arrête devant la vitrine, il y a des dizaines de petits objets exposés. Ça ressemble à des bijoux, mais ce sont en réalité des hanko. Les hanko, ce sont des tampons personnels qu'on utilise au Japon pour signer. Oui, ici on ne signe pas avec un stylo, mais avec un sceau. Chaque tampon est unique, gravé avec le nom de son propriétaire en kanji. C'est un peu comme une carte d'identité, ou une signature officielle. On les utilise pour ouvrir un compte en banque, signer un contrat, ou même recevoir des colis. Ce magasin fabrique des hanko sur mesure. C'est un artisanat ancien qui remonte à plusieurs siècles. À l'époque, seuls les nobles et les samouraïs en possédaient. Aujourd'hui, presque tout le monde en a un. Ce que je trouve fascinant, c'est que malgré la digitalisation, cette tradition continue d'exister. C'est un pont entre passé et présent, inscrit dans le quotidien des Japonais. Et nous, touristes curieux, on reste là quelques instants à contempler ces petits tampons, sans en avoir besoin, mais avec l'envie d'en ramener un, juste pour garder un bout de cette culture et un petit souvenir. Juste après avoir quitté la boutique de Hanko, on se dirige vers un autre petit trésor, à peine plus grand qu'un placard, un mini commerce local avec une vitrine pleine de snacks et de confiseries japonaises. Là, tout est super abordable, ça coûte quasiment rien, mais la diversité, c'est un véritable délice pour les yeux. Les étagères sont remplies de petits paquets colorés, de bonbons en tout genre et même de chips aux saveurs qu'on n'imaginerait jamais en Europe. Tout ça à des prix dérisoires, si on se laisse trop tenter, on partirait avec un stock pour toute une année. Ce genre de magasin, c'est un peu l'âme du Japon. Pas de fioritures, pas de luxe, juste des produits simples, délicieux et à portée de tous. Et encore une fois, c'est un moment qui nous fait comprendre à quel point chaque détail de la vie ici est soigné, même dans les plus petites choses. Après notre balade dans le mini commerce de snacks, on tombe sur un autre endroit vraiment tout petit. Une petite devanture qui déborde d'objets, un peu partout, comme une caverne d'Alibaba mais version antiquité. À peine entré, on se rend vite compte qu'on ne pourra pas être plus de 3 à l'intérieur. Le magasin est si étroit qu'on a à peine la place de bouger. Mais à l'intérieur, quelle merveille! Le petit papy qui tient la boutique nous accueille avec un sourire. Il n'est pas pressé, il a tout le temps. Il nous montre ses curiosités. Première curiosité, une horloge à encens. Une boîte noire en bois, toute simple, mais au-dessus, une petite grille ajourée. À l'intérieur, on y mettait un bâton d'encens qui se consumait lentement. Et au fur et à mesure que la fumée s'en échappait, on pouvait lire la quantité de temps qui était écoulé. C'était une manière originale de mesurer le passage des minutes, voire des heures. なんだけど、あれはね、インセンスを使った時計なんだって。江戸時代って言いますで、なんでこれが時計になるかというと、なんでなんですか？Puis il nous parle d'un gramophone ancien, qu'il prétend avoir été créé par Thomas Edison lui-même. Bien sûr, difficile de vérifier, mais peu importe. C'est fascinant de voir cette petite machine fonctionnant encore à la main. Une vraie pièce d'histoire, dans ce petit endroit minuscule. Le clou du spectacle, c'est quand le papy part chercher un objet spécial dans l'arrière-boutique. Et il revient avec une agoita. Une magnifique planche de bois sculptée et décorée, traditionnellement utilisée pour un jeu de fête japonais. Oh! Et il a l'air de nous l'attendre en cadeau, comme ça. On est un peu ému par sa générosité soudaine. Oui, en effet. On hésite. C'est vraiment un beau geste. Mais notre valise, on ne va pas pouvoir la caser, même en serrant bien. Après quelques secondes de réflexion, on refuse poliment. Mais le regard du papy nous dit tout. Il y comprend.
C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de la richesse des rencontres, petites et grandes, pendant un voyage. Le Japon, c'est aussi ça. Des gestes simples, mais sincères. 気をつけて。はい、ありがとうございます。よかった。本当にありがとう。はい、ありがとう。毒を仕込んで微笑んだお前の口元、俺の正体暴こうと爪を尖らせる。今夜限りじゃもう終われそうにない。全てを知ってながら楽しんでるのか。優しいだけの恋ならばどこにもあるけど、二人の愛はいつだってわがまま